Joliba Afternoon News. Affaire Birama Touré, les familles fondatrices de Bamako exigent que justice soit faite. Mali, les ateliers de couture, le grand embouteillage à l'approche de la fête de Tabaski. Invité culture de cette édition, nous recevons Daraja Haïdara. Elle vient de publier un livre retraçant ses engagements aux côtés des plus démunis. Alors, le livre est intitulé « Vendre le sable dans le Sahara ». Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Comme invité culture, nous l'annoncions dans les titres, nous avons Daraja Haïdara sur notre plateau. Une fois encore, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous te revenons dans un moment à l'autre. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Birama Touré. Les familles fondatrices de Bamako, à travers la famille Touré, se constituera partie civile afin d'appuyer l'action judiciaire. La déclaration a été faite par le patriarche des Touré dans son vestibule. Sa réaction au micro de notre reporter Moussa Tembile. Il veut la vérité. Il veut que la vérité soit au jour. Que ce soit Bourama vivant, que ce soit qu'on nous montre son tombeau, il le veut. Il veut que la justice soit faite. Et on ne peut que vous remercier, vous les journalistes. Vous avez beaucoup fait. Le monde évolue et la technologie également. L'avènement des smartphones a impacté les cybercafés. Les responsables de ces lieux de connexion se reconvertissent en d'autres métiers. Zoom sur quelques cybercafés visités par notre reporter Adama Sanogo. Des chaises vides, des postes de machines éteints et la clientèle qui se fait de plus en plus très rare. Voici le quotidien des cybercafés à Bamako. Au cybercentre Nananet, le gérant El Mokhtar Sissé se trouve derrière son écran en attendant l'arrivée de ceux qui viennent pour d'autres business. Le prix de l'heure de ces cybercafés reste abordable. À 1000 francs au début, aujourd'hui on l'a à 200, 250 francs par heure. Malgré ce prix à la portée de tous, les jeunes préfèrent se connecter sur leur smartphone. Aliou Kamara, un jeune que nous avons croisé lors de notre passage au cybercafé Faos, nous explique les raisons de sa présence. Bon, je suis juste venu faire une copie de la carte Nina de ma maman avec la connexion par téléphone, le système Wi-Fi souvent que les gens utilisent à la maison. Donc je préfère rester et puis utiliser mon téléphone et puis partager la connexion avec mon ordinateur et je travaille dessus. Un autre jeune croisé dans la rue affirme que les cybercafés ne sont plus nécessaires. Je partais télécharger les clips au cyber et pour ouvrir mes comptes, notamment mon mail. De nos jours, ce n'est plus nécessaire. On peut trouver tout sur le téléphone. El Mokhtar Sissé loue les mérites des cybercafés. Le cyber est plus professionnel. On saisit mieux au cyber. On imprime mieux. On ne peut pas imprimer sur le téléphone. Donc tout ça, ça amène à venir au cyber. Pour survivre, les responsables des cybercafés entreprennent d'autres activités en plus de la vente du pass Internet aux clients. Pratiquement, les jeunes viennent faire la formation sur Word, Excel, PowerPoint et Internet. Bon, avec souvent les fournitures de bureau, je vends ça aussi. On se débrouille avec ça. Sinon, on n'a pas quelque chose de fixe dans le mois actuellement. Avec la rareté des gens au cyber, on a tendance à augmenter beaucoup d'options comme les formulaires de visa, les rendez-vous de visa pour avoir accès aux ambassades. L'utilisation de l'Internet s'impose presque à tous aujourd'hui comme une urgence. Cependant, l'évolution de la technologie a entraîné un autre mal dans les cybercafés. Il s'agit de la cybercriminalité. À cet effet, les internautes sont appelés à faire preuve de plus de prudence. Comme l'annoncions dans les titres, la communauté musulmane prépare la fête de Tabaski. À Bamako, les ateliers de couture sont pris d'assaut par certains habitants. Fanta Diarra a fait le tour dans quelques ateliers. Suivons.
À quelques enclavures de la fête de Tabaski, ça se bouscule dans plusieurs ateliers de couture à Bamako. Comme d'habitude, les couturiers cette année se trouvent encore débordés par la forte demande. Ces clients venus récupérer ces habits retournent à la maison les mains vides. 3 semaines comme ça, depuis là j'ai donné mon avis avant la fête, mais malgré ça je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. C'est chaud maintenant, ouais, c'est chaud. Et bon, les gens sont en train de faire, tu vois les gens là, ils sont depuis 5h, 6h, ils ont allé dormir et revenir. Se faire beau ou belle, telle est la priorité de beaucoup de Maliens pour la fête de Tabaski. Et au mois de fête, tout le monde vient. Ça fait 20 jours, moi j'ai arrêté de prendre des habits, mais il y a des gens là, ils te jettent l'habit. Ainsi, face à cette forte demande, certains tailleurs ont dû réajuster leurs horaires. Dans cet atelier situé à Lafiabougou, il est midi et les couturiers viennent à peine d'arriver après une nuit blanche. Oui, le programme c'est un peu dur quand même, mais on essaie de gérer parce que le travail est un peu débordé. J'ai quitté ici à 3h du matin. Aujourd'hui quand même, on va tirer ici. Malgré quelques désagréments, certains clients arrivent à trouver leur compte. Les rendez-vous ont été respectés. Je suis venue prendre mon habit. Je suis très contente. Satisfaire les clients, tel est le credo de beaucoup de tailleurs. En cette période de fête, ce n'est pas facile. Notre souhait est de satisfaire tous les clients. Tout le monde aura ses habits, on l'espère bien. Le contexte économique du pays est difficile. Toutefois, les Maliens s'activent pour la fête de la Tabaski avec grandeur. À présent, l'image du jour. Nous parlons de la grande mosquée de Djenné dans l'infographie du jour. La grande mosquée de Djenné est le plus grand édifice du monde en terre crue, c'est-à-dire en banco. Elle est considérée comme la réalisation majeure du style architectural soudano-sahélien tout en reflétant des influences islamiques. La mosquée constitue le centre de la cité de Djenné au Mali affluent du Niger. Un premier édifice fut construit en ce lieu au XIIIe siècle, mais la construction actuelle date seulement de 1907. La mosquée a la forme d'un carré de 75 mètres de côté et pyramide. Sa hauteur est de 20 mètres. Le toit est soutenu par 90 piliers et possède 104 trous d'aération. Elle peut contenir 1000 personnes, marquant le cœur de l'agglomération de Djenné. C'est aussi l'un des symboles les plus remarquables de l'Afrique subsaharienne. Avec la ville de Djenné elle-même, elle est inscrite depuis 1988 à la liste du patrimoine mondial. C'était annoncé en début d'édition. Invité culture de cette édition, nous recevons Daraja Haïdara. Qui est-elle? Elle vient de publier un livre retraçant ses engagements aux côtés des plus démunis. Alors, le livre est intitulé « Vendre le sable dans le Sahara ». Voilà, « Vendre le sable dans le Sahara ». Elle est sur notre plateau. Nous allons lui dire bonjour. 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 Vous allez bien? Je vais super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Joliba TV News. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, qui est Daraja Haïdara? Alors, Daraja Haïdara est une jeune entrepreneure malienne, diplômée en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, et chef d'entreprise, et maintenant auteur. Maintenant auteur. Ouais. Votre nouveau bébé, le tout nouveau bébé vient de sortir. Il s'agit de vendre le sable dans le Sahara. Vous êtes dans l'humanitaire et par rapport à l'actualité vous concernant, vous publiez un livre ce jour, une œuvre autobiographique, Vendre le sable dans le Sahara, qui retrace vos engagements aux côtés des plus démunis. D'où vous vient cette idée de matérialiser votre parcours dans une œuvre comme celle-ci? Alors, comme vous l'avez dit, j'évolue dans l'humanitaire, mais depuis 10 ans. Donc, depuis à bas âge, j'ai voulu apporter mon soutien au développement, aux plus démunis, m'engager pour la cause des plus démunis, notamment les enfants, leur scolarisation, les femmes en milieu rural, les personnes âgées. Donc, depuis 10 ans, et pour marquer ces 10 ans d'engagement et de dévouement, et je me suis dit, l'idéal, c'est de retracer en image, en récit, en témoignage dans un ouvrage pour mieux narrer ces 10 années, cette décennie d'engagement. Alors, vous êtes aussi la fondatrice de l'ONG Al-Barka. Que vous inspire Moussa Eba Doumbia? Alors, Moussa Eba Doumbia, je vais dire que c'est l'histoire même de Al-Barka,
parce que tout a commencé par eux. C'est deux jeunes gens que j'ai croisés qui faisaient le marché tout le temps par pure curiosité. J'ai voulu savoir s'ils partaient à l'école parce que ça m'a beaucoup interpellée voir des enfants courant la semaine faire vendre des légumes au marché. Donc, de fil en aiguille, je me suis renseignée auprès de leur maman et c'était négatif. Donc, ils ne partaient pas à l'école. Ils n'étaient pas scolarisés. Ils n'étaient pas scolarisés. Et moi, je venais à peine de commencer l'université et je n'avais pas encore atteint mes 18 ans. Et je me suis dit, mais attends, si ils pouvaient être mes petits frères, mes jeunes frères. Donc, je me suis dit, attends, je vais m'engager, je vais essayer de m'organiser. Je vais m'investir. Et l'histoire, c'est que j'ai économisé mon argent de poche pour les scolariser. C'est ce qui est bien écrit dans cette œuvre. C'est bien ça. Ce qui est bien écrit dans cette œuvre, vendre le sable dans le Sahara. En réalité, nous voulons comprendre le titre. Alors, les titres, vendre le sable dans le Sahara, si vous voulez, c'est une figure de style. Voilà, c'est une métaphore que j'ai utilisée pour faire référence au contexte malien, on ne peut plus difficile et complexe. Et voir une jeune dame se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, vous n'êtes pas sans le savoir qu'entreprendre déjà au Mali, c'est très compliqué. Et à plus forte raison, s'engager dans un domaine comme l'humanitaire au Mali, et, où il n'y a que des crises. Voilà. Très souvent, quand on entend parler du Mali, on entend les problèmes politiques, la crise intercommunautaire, le terrorisme. Donc, choisir des axes très complexes, notamment l'éducation et l'entrepreneuriat féminin, et puis les personnes âgées, s'engager pour la cause pour intervenir dans ces trois domaines, ce n'est pas chose aisée. Donc, c'est ce qui fait allusion à vendre le sable dans le Sahara, parce que, comme vous le savez, le Sahara, c'est la maison mère du sable. Donc, quand on s'engage de vendre le sable, ce n'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. En réalité, Daraja, pour certains qui voulaient vous qualifier, ou bien en fait témoigner de votre engagement, vous qualifie d'une Amazone des temps modernes. Daraja, droiture, abnégation, justice et altruisme. Vous confirmez ces vertus? Alors, entendre ces mots venant d'autres personnes me réjouit. Et ça montre que les œuvres que j'ai eu à poser pendant cette décennie n'ont pas été vaines. Donc, je me réjouis. Et de l'autre côté aussi, je dirais que c'est des valeurs que j'ai acquises grâce à l'humanitaire, grâce à toutes ces personnes qui sont dans des situations difficiles, que j'ai auprès de ces personnes, en fait, ces personnes désœuvrées, c'est grâce à eux que je peux dire que j'ai pu apprendre de ces valeurs-là. Vous avez pu apprendre de ces valeurs comme la droiture, l'abnégation, la justice, l'altruisme. Alors vous confirmez naturellement ces vertus et c'est grâce à ces travaux de 10 ans. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, il est écrit derrière ce livre que les bénéfices des ventes de ce livre seront utilisés pour réhabiliter les salles de classe en milieu rural. Bien sûr. Pour en faire une continuité de ma mission de tous les jours au service des plus démunis du Mali. Voilà, donc les bénéfices après la vente de cet ouvrage seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural. Voilà, et équiper des salles de classe qui sont délaissées en milieu rural, toujours au Mali. Voilà. Nous avons aussi vu dans votre parcours, dans le livre, vous avez eu beaucoup de prix, vous avez voyagé beaucoup. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, je peux dire que je suis à près d'une vingtaine de pays parcourus grâce à mon engagement en tant que femme, jeune femme leader, en tant que philanthrope, en tant qu'entrepreneur. Et voilà, et effectivement, j'ai eu à avoir pas mal de prix, d'abord au Mali. En 2018, mon association Al-Barka a été désignée comme l'association humanitaire, la meilleure association humanitaire au Mali par le comité d'organisation de la nuit de la philanthropie. Et en 2018, toujours au Nigeria, nous avons reçu la meilleure organisation humanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Et en 2019, j'ai été désignée parmi les 35 jeunes qui ont fait bouger l'Afrique qui ont fait bouger l'Afrique en 2019. Et sur les 35 jeunes, Accra toujours, j'ai été désignée comme la lauréate. Et voilà, entre autres.
Entre autres, Daraja Haïdara, c'est elle l'invité culture de cette édition. Alors, à côté de ces prix, vous avez des difficultés, certainement. Bien évidemment, comme tout travail, comme je l'ai dit déjà, le Mali traverse depuis bien avant même cette décennie qui vient de passer des crises sociopolitiques. Et déjà dans notre travail, nous cherchons à satisfaire les couches les plus vulnérables. Donc notamment les localités du centre, du nord. Souvent, on a des difficultés d'accès, même acheminer les dons vers ces populations, c'est compliqué. Et il faut reconnaître qu'aussi au Mali, l'humanitaire, c'est un domaine qui n'est pas connu de tous. Souvent, on a du mal à mobiliser les fonds, les ressources nécessaires, ce qui a fait que depuis 4 ans maintenant, j'ai initié un gala de charité que nous organisons pendant chaque mois de solidarité, en mois d'octobre, et pour faire une synergie d'action avec des mécènes, des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, des gens qui viennent de la sous-région pour contribuer et qui nous permet de collecter, d'élever des fonds à hauteur de vingtaines de millions pour la cause de l'éducation au Mali, pour la cause des femmes en milieu rural, pour la cause des personnes âgées. Voilà, merci. Peut-être un mot de la fin. Alors, je lance un vibrant appel à tout le monde, à tous les Maliens, à tous les Maliens de la diaspora de s'acquérir de cet ouvrage qui est à 7000 francs, qui est disponible dans les librairies à Bamako ici, à la Bibliothèque nationale, au Grand Hôtel, à l'espace La Pirogue et à Discount, à Tonino Market. Et bientôt, ça sera disponible sur Amazon et une tournée internationale qui va se suivre pour aller vers les Maliens de la diaspora qui sont mes premiers soutiens dès le début de cette mission pour que nous puissions vendre le maximum, collecter le maximum de fonds après pour pouvoir réhabiliter des salles de classe dans ces milieux ruraux afin que ces enfants puissent apprendre dans des conditions adéquates comme il le faut. Madame Daraja Haïdara, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, c'était Madame Haïdara Daraja, invitée culture de cette édition. Elle vient de publier un livre retraçant ses engagements aux côtés des plus démunis vendent le sable dans le Sahara. À présent, l'actualité internationale avec Sokona Diakité. Le continent africain vient de bénéficier d'un soutien de poids dans son combat contre la pandémie du coronavirus. En prélude au sommet des chefs d'État africains de l'Association internationale de développement qui se tient ce 15 juillet en Côte d'Ivoire, Axel von Trotzenburg, directeur des opérations de la Banque mondiale et numéro 2 de l'institution, a fait des annonces dans ce sens. Il faut travailler pour faciliter que le continent peut être une vaccination vers 40% de la population jusqu'à la fin de cette année. Et il faut travailler sur ça. La Banque mondiale est tout à fait prête de faire son part et surtout par rapport... Selon lui, ce travail nécessite de l'écoute afin d'obtenir des résultats satisfaisants. Pour être efficace, il faut écouter aussi les besoins et les directions stratégiques de l'Afrique. Pour ça, nous sommes en train de consulter avec des gouvernements et surtout cet engagement avec des présidents. Le numéro 2 de la Banque mondiale a également indiqué au cours de son entretien en date de ce mercredi 14 juillet 2021 à Abidjan que l'appui de l'institution est multiforme. Et en forme de crédit de long terme ou à travers de dons. Et il finance toutes ces sources d'infrastructures jusqu'à le secteur social. Le président cubain Miguel Díaz-Canel lance un appel à la paix, à l'entente et au respect entre les Cubains à la télévision nationale après des manifestations historiques sur l'île qui fait face à sa pire crise économique depuis 30 ans.
Il faut surmonter les désaccords qu'il y a entre nous tous. Ce que nous devons encourager, même si nous avons parfois des points de vue différents sur certains sujets, c'est d'essayer de trouver entre nous des solutions. Peut-être aussi faudra-t-il s'excuser auprès de ceux qui, au milieu de la confusion dans ce genre d'événements, ont été pris pour des fauteurs de troubles et maltraités. C'est ainsi que s'est exprimé Miguel Díaz-Canel, le président cubain, à l'endroit de ses concitoyens à la télévision nationale ce 14 juillet 2021. Oui à Cuba, non aux Yankees, contre le blocus et l'ingérence impérialiste avec Cuba et sa révolution, assez, 50 ans de blocus contre Cuba et par les États-Unis. Voici entre autres les slogans scandés ou affichés sur les pancartes des manifestants devant l'ambassade américaine en Bolivie. Nous soutenons Cuba pour que les Yankees ne massacrent pas, déclare Viviana Molo, une militante. Nous sommes ici pour soutenir la République de Cuba, qui est victime d'un blocus éternel à l'encontre de toutes les règles internationales. Les Nations Unies ont à la majorité exprimé leur soutien à la levée du blocus, indique José Pimentel, un retraité de 71 ans. Quant à Gabriel Campero, un autre militant, il soutient, je cite, « Il serait très hypocrite de notre part, en tant que citoyens qui ont vu et reçu nous-mêmes le soutien de la révolution cubaine, de leur refuser un soutien aujourd'hui, au moment où